m'appelle Alaya. Bonjour, je m'appelle Amira Chenafa. Alors vous expliquez que l'anthropologie est plus que jamais nécessaire. Aujourd'hui, le changement climatique constitue un enjeu incontournable en raison de ses conséquences sur l'environnement et les sociétés. Avec l'ouragan Katrina de 2005, par exemple, plusieurs milliers d'Américains ont dû quitter leur lieu de résidence. Ce type de phénomène va-t-il parfois jusqu'à reconfigurer des rapports sociaux ? Comment s'y prend l'anthropologie pour intégrer cet enjeu dans son appréhension des phénomènes sociaux afin de rendre compte des effets du changement climatique sur les pratiques collectives ? Est-ce que les changements climatiques ont un impact sur la manière d'entreprendre ? Oui, mais bien sûr, le passage à la civilisation signifie la révolution néolithique, c'est-à-dire la possibilité, après l'époque dite post-glaciaire, que toutes les plantes sauvages qui ont été utiles à l'homme après, les animaux sauvages qu'on a domestiqués, le mouton, la chèvre, le bœuf, tout ça, la vache, tout a été possible à partir d'un grand changement climatique. En mettant périodiquement, il y a des changements climatiques, et pour les sociétés nomades d'élevage, c'est un gros problème quand il y a la savane est sèche et tout, les troupeaux meurent, les points d'eau, tout. Donc, oui, les sociétés nomades, par exemple, vivent dépendant du climat, mais aussi l'agriculture. S'il ne pleut pas, s'il y a une épisodie dans le troupeau, tout le troupeau meurt. Puis. Donc, en fait, je suis persuadé, moi, que au néolithique, à cause de cette économie soi-disant pré-civilisée, l'humanité est rentrée dans une économie à risque énorme, énorme. C'est là que les dieux se multiplient. Dieu du vent, Dieu des pluies, Dieu... Donc pour moi, les changements climatiques et l'entrée dans l'économie d'agriculture et d'élevage combinés, quoi, ça a duré des milliers d'années. Hein. À mes yeux, c'est la source des grands panthéons à beaucoup de dieux. J'ai calculé, j'ai regardé combien il y avait de dieux en Mésopotamie. Il y a 2 catalogues, un catalogue allemand, un catalogue français. L'allemand donne 3300 dieux. 3300. Le français, c'était moins, 3000. C'est le Bottero, les beaux livres de Jean Bottero. Donc, en fait, c'est ça, quoi. L'organisation tribale s'est répandue dans le monde. Il y a encore des tribus. Hein. Les talibans s'appuient sur des tribus. Hein. Ils sortent tous, la majorité d'entre eux, ils sortent de grands groupes ethniques tribales, les Pashtuns. L'Arabie Saoudite, c'est des tribus. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit le petit livre, Les tribus dans l'histoire et face à l'État, quoi. Parce que les tribus, c'est pas des sauvages. C'est des gens qui aujourd'hui ont des kalachnikovs, etc. Et simplement leur mode de vie s'est prolongé dans l'histoire. Hein, avec, si vous prenez l'Asie centrale, c'est quand même les grands empires mongols et tout, c'est des nomades en pleine expansion, en pleine terreur d'ailleurs pour les villes, parce que les villes étaient plus riches qu'eux, donc c'était bon, quoi. Donc oui, les changements climatiques ont un grand impact. En même temps, l'humanité a inventé des plantes, les carottes, la salade, enfin, a sélectionné des choses adaptées, quoi. Donc il faut bien dire que l'humanité s'adapte. Peut-être, malgré les vociférations de Jadot, peut-être même que les Français vont s'adapter à la transition, peut-être, parce que ça se fait pas comme ça. Hein. C'est un énorme processus mental, économique, financier, tout ça. Pour les gens modernes,
mais au Soudan, le premier problème, c'est d'apporter de l'eau pour que les gens boivent de l'eau maintenant. C'est pas des plantes adaptées à la sécheresse énorme et tout. Bonjour monsieur, je m'appelle Martine. Moi, je m'appelle Karen, je m'appelle Clémence. Je m'appelle Andrea. Lors d'une conférence de 2010 à Montpellier sur le thème Au fondement des sociétés humaines, le politique et le sacré, vous avez dit qu'il était préférable d'en savoir plus sur les autres avant d'intervenir chez eux. Lorsque l'on pense au partage de l'Afrique lors de la conférence de Berlin en 1885, qui a divisé le continent en États, déterminé leurs frontières et partagé ses territoires entre les différents empires présents, on constate souvent que ce partage n'a pris en compte aucune réalité ethnique, culturelle, religieuse et géographique, et a pour ainsi dire détruit des sociétés qui existaient déjà. Faut-il considérer que ces sociétés africaines ont été détruites ou bien qu'elles ont été profondément transformées et bouleversées au cours de cette histoire? Diriez-vous que les colons ont toujours eu une tendance à détruire ou à transformer les sociétés qu'ils colonisent? Alors, diriez-vous que les colons ont toujours eu... Les colons viennent après l'armée. Hein. Les colons, ils viennent pas sans un abri bouclier. Sans quoi, ils sont tués la plupart du temps. Donc les colons, quand ils viennent, c'est pour occuper le terrain quand même, coloniser. Donc, mais il faut une protection militaire. Quand les Espagnols sont arrivés chez les Aztèques, ils ont détruit la ville. Il y a eu 100 000 morts par Tenochtitlan. Ensuite, ils ont pris la terre des nobles Aztèques quand ils n'avaient pas été... etc. Et donc, ils ont instauré des nouveaux liens de dépendance avec la population indienne, les Indiens. Ils ont fait travailler pour eux, mais ils ne les ont pas tués. Parce que, ils les ont tués au travail, mais c'est pas pareil. Parce qu'il y a eu ce fameux débat, est-ce que les Indiens ont une âme? Et donc c'est monté jusqu'au Vatican, et le fameux Bartolomeo de las Casas a démontré qu'ils avaient une âme. Et donc, alors on ne pouvait pas les mettre en esclavage. D'où l'importation de millions d'Africains. Voilà. Les Noirs n'avaient pas d'âme, donc on pouvait les exploiter et puis les faire travailler dans les plantations, quoi. Voilà. Donc, est-ce que les colons ont tendance à détruire? Oui. Oui, ce qui est opposé à eux, ils le détruisent. Tout. À transformer, oui, puisqu'ils christianisent, ils éduquent. Par exemple, il y a l'arrivée chez les Baroyas, ça a été un poste militaire pour contrôler, et aussitôt, ça a été une mission avec deux missions, une mission australienne et une mission allemande, luthérienne, pour apporter le christianisme. Et en même temps, la mission luthérienne a ouvert une école et a appris la gymnastique. Et dans l'école sont venues des filles, ce qui est incroyable. L'opportunisme barouillat, c'est quand j'ai plusieurs filles, j'en mets un chez les blancs, les autres je les garde. Comme ça, je joue sur les deux tableaux. Mais le choix qu'ils ont fait de laisser des filles aller à l'école avec les garçons, c'était une rupture beaucoup plus forte que de garder des fils pour faire des guerriers et l'autre pour aller bosser avec les blancs. Donc c'est une stratégie décolonisée face à la colonisation. Il y a toujours une stratégie d'adaptation, de récupération et tout. Donc moi je comprenais ce qu'ils faisaient. Je comprenais, donc je savais aussi quand quelqu'un a tué sa femme, pratiquement quand j'étais là. Après j'ai discuté avec lui, j'ai su pourquoi. Parce que son amant, sa femme était partie avec un amant. Depuis longtemps, lui, il était jeune infirmier. Il a appris par la tribu que sa femme était partie.
et vivait avec un autre. Or, il avait déjà donné sa sœur pour avoir cette femme. Donc quand il est revenu, il a tué sa femme. Et il a été jeté la hache, il avait un peu découpé là, devant l'officier en disant tu m'as traité de garçon hier ou de boy, voilà je viens de tuer ma femme. Donc il a été en prison et aussitôt le commissaire général m'a appelé en disant vous êtes anthropologue, expliquez-moi ce qui s'est passé. Et donc j'ai expliqué ce qui s'était passé, qu'il avait le droit de la tuer, selon la règle de coutumière, quoi. Bonjour, je m'appelle Lydia. Bonjour, je m'appelle Victoria. Bonjour, je m'appelle Edna. Les personnes ont souvent tendance à critiquer ou à rabaisser les civilisations qui pratiquent des cultures différentes et inconnues à leurs yeux. On peut prendre par exemple l'exemple des cannibales, de Descoches, de Montaigne. Dans ce livre, Montaigne nous fait part des préjugés que certains Européens ont sur les cannibales. Comment comprendre que la découverte du Nouveau Monde peut permettre d'avoir une meilleure vision d'un point de vue extérieur des civilisations nouvelles? Comment cette découverte peut permettre de dénoncer certains préjugés? Comment comprendre que la découverte du Nouveau Monde a pu permettre d'avoir, c'est vrai, meilleure connaissance des civilisations et permettre de dénoncer certains préjugés, si on veut dénoncer. C'est pas tous les anthropologues qui dénoncent, mais bon. C'est-à-dire, c'est pas tous les anthropologues qui se retournent sur leur société pour les mettre en confrontation. Il y a des anthropologues qui sont colonisateurs, hein, qui ont fait partie de la colonisation. Alors, ils écrivaient les mœurs et coutumes, des bouquins entiers, puis qui permettaient la colonisation militaire, scientifique, enfin pas scientifique, mais idéologique et tout. Hein, ça veut dire quel est le caractère de citoyenneté qu'on possède. Mais bon, donc oui, ça franchement, les Chinois possédaient, pour tous les voyageurs, commerçants et tout ça, depuis l'Antiquité, mésopotamienne et autres, ils découvrent des coutumes différentes. Hein, Hérodote, c'est celui qui fait un grand livre de coutumes, hein, parce qu'il va partout, en Égypte, jusque dans le nord du Caucase, il redescend, il décrit des tas de trucs. Donc les géographes, enfin ce qu'on appelait géographes, ceux qui écrivent sur la Terre, ceux qui décrivent la Terre, bon, donc ça écrit dans l'Antiquité. Donc c'est vrai que, par exemple, les Grecs pensaient que l'Égypte était le pays le plus religieux parce qu'il y avait des dieux et que l'âme des dieux c'était l'or de tous les objets rituels parce qu'il y avait de l'or partout. Donc non, c'est très important. Donc pour nous, alors l'expansion des puissances européennes depuis que le petit pays Portugal, mais surtout le plus grand pays l'Espagne, s'exporte extramuros, outre-mer, eh bien des tas de civilisations qu'on ignorait, ne serait-ce que le Nouveau Monde, et des langues multiples, hein, et l'intérieur de l'Asie, après, très tardivement, l'Afrique. Hein, l'Afrique, c'était une société, il y avait des États locaux, hein, dans tout, mais c'était une société tribale partout, quoi, de grands groupes ethniques, de guerre, de cannibalisme, d'esclavage, parce que à partir du 7e siècle, c'est les Arabes qui mettent en esclavage le plus, beaucoup plus que nous même.
Donc nous ça démarre au 15e, 16e. Les premières plantations, c'est les Portugais qui n'ont pas découvert encore l'Amérique, mais qui utilisent les Africains sur une île pour faire des plantations de sucre. Et ça devient le modèle de tout, après les Antilles et tout. Donc c'est fabuleux de découvrir le monde, Marco Polo et tout, c'est tout à fait. Et alors, il faut citer Montaigne pour les étudiants. Hein. Montaigne donc rencontre des Indiens au Havre, etc. Et il écrit aussi leur relativité, hein, vérité et erreur au-delà des Pyrénées, quoi, vérité. Donc il écrit déjà là, sur la relativité des coutumes. Bonjour Monsieur Gaudier, je me nomme Chronorekia. Bonjour, je m'appelle Takshan. Bonjour, monsieur Maurice Godelier, moi c'est Charles Dinerson. Le métier d'anthropologue demande quelques sacrifices. Vous étiez donc passionné et déterminé à exercer ce dernier. À vos yeux, l'anthropologie est une discipline indispensable pour comprendre un peu mieux le monde globalisé dans lequel nous vivons. Donc, il faut être dévoué à l'anthropologie pour acquérir de nouvelles connaissances concernant les groupes humains qui nous entourent. Mais cela vaut-il la peine de consacrer autant d'années de votre vie? Est-ce plus important que de profiter de sa famille? N'avez-vous jamais douté du choix de votre vocation? En somme, pourquoi avez-vous décidé de faire de l'anthropologie votre vocation, malgré les sacrifices que cela entraîne? Merci. Qu'est-ce qui fait que malgré les sacrifices qu'elle exige, la vie de l'anthropologue vaut la peine d'être vécue? Vous avez compris, quoi. Vraiment, entre avoir été potentiellement professeur de philosophie au lycée de Tarbes, je crois, comme Sartre au début, non, je ne sais plus, ou Lévi-Strauss, c'était à Tarbes. Ben, je préfère que les hasards des rencontres ont fait que on me dise qu'est-ce que vous voulez faire. Mais j'ai dit surtout pas de philosophie, monsieur le président. Et que le hasard des rencontres et de mes lectures aussi, parce que c'est moi qui ai décidé de devenir anthropologue. Et un anthropologue qui fait pas de terrain, pour moi, c'est pas un anthropologue. Lévi-Strauss n'a jamais fait de terrain. Mais il était quand même un anthropologue. Il a fait des expéditions avec des bœufs, des chevaux et tout ça. C'était quand vous arrivez dans un village avec des bœufs porteurs et des chevaux, des fusils et tout, c'est bon. Vous restez 3 semaines, vous prenez des photos, etc. Il l'a dit d'ailleurs. Je n'ai pas osé dire dans mon grand livre sur Lévi-Strauss que j'ai recomposé les étapes, les concepts et tout. Il a dit un jour, comment il s'appelle le type là, Héribon, Didier Héribon, il a dit dans une interview que faire du terrain, c'est du travail de femme. C'est comme les femmes qui font du tricot, ça dure longtemps. Et il disait, moi je ne m'intéresse pas à faire ça. Je m'intéresse à être dans les bibliothèques pour lire les livres. Bon, comme il avait un bon esprit, il a pu faire des découvertes par la tête. Mais un anthropologue, il doit en chier. Il doit être sur le terrain, il doit vivre avec les gens pendant longtemps. Moi, mes étudiants, quand j'ai eu le pouvoir de le faire, je demandais de l'argent pour toujours 18 mois
Voilà. 6 mois pour commencer à travailler, 6 mois pour comprendre qu'on n'a rien compris. Et 6 mois pour tout recommencer en ayant l'espoir de mieux comprendre. Il faut de l'argent pour ça. Et aussi, il faut accepter que partir ou d'accumuler 18 mois. Moi, j'ai accumulé 7 ans de travail. Chez les Barouillas, 2 ans en Afrique et tout. Mais aussi, il faut que votre mère, votre père, votre femme vous approuvent. Parce que moi, quand ma femme était, ma première épouse est venue avec mes 2 enfants, Brigitte, là. Et j'avais été là pendant 1 an. Et au bout de 6 mois, ils ont eu peur. Il fallait que les enfants retournent à l'école en France, de toute façon. Puis elle avait peur des serpents et tout, donc elle est repartie. Et moi, j'allais revenir, mais quand j'ai appris qu'il y aurait les grandes initiations, j'ai écrit à ma femme que je reste 1 an de plus. J'ai eu comme réponse, je divorce. Si tu as choisi les Barouillas plutôt que nous. Bon. Donc il y a des risques dans la vie des anthropologues s'ils sont un peu fanatiques comme moi, quoi. Et donc, Lévi-Strauss m'a écrit une lettre à ce moment-là pour dire, écoutez, ça ne vaut pas la peine de divorcer. Pour votre terrain, dès que vous pourrez, prenez l'argent nécessaire, revenez régler votre problème avec votre femme. Donc je suis revenu au bout de 6 mois d'ailleurs, j'ai attendu un petit peu de temps quand même. Je suis revenu un mois à Paris et je suis reparti pour 6 mois. C'est là que les grandes initiations, les premières avec les films et tout. Donc en effet, mais j'ai manqué de mourir plusieurs fois, d'être piqué par les serpents, mortels, etc. Donc c'est plutôt une vie de Indiana Jones que celle de... Mais bon, en Afrique, mes collègues partaient en jeep, en costard, les gens parlent français, ils reviennent le soir, ils boivent un whisky. C'est beaucoup plus facile quand même, non? Quand j'étais au Pérou, j'aime beaucoup. Mes collègues vivaient à Cusco, prenaient la jeep, partaient dans le fond de la vallée, discutaient sur les coutumes pré-incaïques et rentraient pour l'apéro le soir. Bon, il y a donc plusieurs façons d'être anthropologue. Je n'ai pas fait exprès. Hein. Quand j'étais en Afrique, les gens parlaient français, quoi. Quand j'étais en Nouvelle-Guinée, c'était dur. Mais plus dur. Donc là, il fallait apprendre beaucoup de choses.
faire un effort après sur soi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a d'essentiel, tu comprends? Bonne méthode. Question-réponse.